Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, c'est un podcast. Comme vous l'avez vu, la FX2 de chez Sony est sortie et en scrollant sur mes stories, j'ai vu un confrère vidéaste qui avait pu la tester juste avant sa sortie. Je vous le présente, il est avec moi, c'est Rodi. Rodi, ça va ? Oui, ça va bien, ça va très bien. Les choses se passent, on va dire, à la merveille. Ouais. Aujourd'hui, donc, je occupe le poste des commerciales support vidéo au sein de l'entreprise et du groupe Profote, parce que c'est un groupe avant tout. Quand tu dis Profoto, c'est Profoto, c'est la marque qu'on voit sur les diffuseurs, sur... Non, non, Profote. C'est pas lié, en fait, c'est lié dans le sens où nous, on vend du Profoto. Donc t'es distributeur. On est distributeur, portateur à l'Ancrom en France. On a même les techniciens, c'est-à-dire les réparations, ils sont faites en interne. Rodi, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler évidemment de la FX2. Elle a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours sur Internet, que ce soit sur l'Internet américain, le YouTube français. Voilà, tout le monde en parle. Les spéculations, elles ont été énormes par rapport à cet appareil. Certains s'attendaient à une FX3 Mark II. On a une FX2. Les rumeurs qu'on a pu trouver sur Sony Alpha ont été justes. Maintenant, toi, dans quel cadre tu as eu l'occasion de tester cette FX2 avant sa sortie ? Pour les lancements, nous, on doit les vendre, donc on doit les acheter. D'accord. Et avant de le faire, donc de passer ta commande ou rendre disponibles les produits pour tes clients, il faut quand même que tu le prennes en main. Ça c'est comme tout le temps, hein, c'est tous les marques qui font ça. Ils vont inviter ou bien eux-mêmes ils se déplacent, mais là on a eu la possibilité quand même de avoir l'invitation et de pouvoir prendre en main les boîtiers pour se faire un avis, pour voir aussi par rapport à notre clientèle si on peut le toucher et nous parler aussi de la partie technique du boîtier. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été renouvelé, pour avoir aussi de la matière pour répondre aux futurs clients qui veulent des renseignements par rapport au boîtier. On va parler de la caméra. En termes de prise en main, qu'est-ce que tu as apprécié le plus sur cette FX2 ? La première chose, ça a été sur la poignée. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec l'Alpha 7 IV pour la photo et une FX30 et une FX3. La FX3, comme la FX30, ils ont la même forme. En fait, c'est la même corasse. Et quand on prend à la main, c'est légèrement serré. Moi, là, je mets des optiques cinéma avec la bague PL. Derrière, je me blesse ici. Parce qu'en fait, c'est très large et donc c'est serré. Moi, que j'étais habitué anciennement Canon avec un 1DC, donc j'ai une... C'est vrai que c'était massif, ouais, effectivement. Ouais. Et donc, du coup, ça change. Parce que là, quand j'ai pris en main les boîtiers, je dis, ah, waouh. C'est-à-dire, sans même mettre un optique et filmer, je me suis dit, ah oui, ok, il y a un confort quand même. Première chose qu'on peut remarquer quand on a les deux boîtiers à côté. Il est légèrement compact aussi, mais la poignée, il est légèrement décalé. D'accord. Faut préciser aussi que le gabarit de la FX2 est légèrement plus épais que la FX3 ou la FX30. Tu confirmes, hein ? Oui, légèrement épais parce qu'on va voir les ventilos qui est derrière. D'accord. Qui recule légèrement, donc ça fait que il est compact et un peu plus bombé en fait en arrière. Et ça laisse du coup de l'espace. Mais vu qu'ils ont retiré on va dire, ils ont allégé la partie extérieure, ça donne la possibilité d'avoir une poignée qui est un peu plus sur les côtés et ça donne une liberté des prises en main. Il faut préciser que les ingénieurs, quand ils font ce type de boulot au niveau du design, c'est aussi les retours clients. Je pense que tu as peut-être déjà navigué dans des blogs. Tu vas dire, ah non, mais la poignée là, elle est pas bonne, il y a ça que j'aime pas. Bon. Tout ça, ils regardent. Hein. Ah, bien sûr, oui. Les marketing, ils regardent tout ça et ils font un rapport. Alors, on a vu que le corps de la FX2, évidemment, a un peu grossi, si on peut dire ça comme ça. Il y a un nouveau viseur. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Moi, si tu veux, j'ai grandi avec l'univers Sony depuis que je suis tout petit. Ça veut dire que mon père, il m'a toujours dit faut acheter les télévisions Sony, faut acheter les magnétoscopes Sony et faut acheter les caméscopes Sony, les fameux Steadicam. Est-ce que pour toi, ce viseur, c'est plus un gadget, une évolution, une révolution ? Toi, quand tu l'as essayé, tu l'as ressenti comment ? C'est un besoin demandé, en fait, voulu par pour certains clients.
j'ai vu les commentaires, j'ai pu lire, effectivement, pour certains, c'est dérangeant parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec les grosses caméras. Il faut savoir que les viseurs d'une FX6 ou d'une Burano, c'est pas pareil. Là, c'est un viseur. Je parle à connaissance de cause. Petite anecdote, j'ai un réalisateur pour des documentaires qui vient en boutique, je vais ses boîtiers pour ses docus, ça, on parle. Ça se trouve que les specs de la Alpha 7S 3 ne correspondent plus aux specs des Netflix 2025. Et du coup, là, ça nous met un peu dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pars sur les sites de Netflix, je prends les codecs, je regarde les codecs de la FX3 parce que la FX3, sur Netflix, maintenant, c'est la caméra base. Si on veut se lancer, faire quelque chose, on peut filmer avec. Le minimum. Le minimum. Il faut avoir, on peut travailler parce qu'avant, c'était l'Alpha 7S3. C'était les seules caméras, on va dire, à un plein format qui était considéré déjà dans la gamme cinéma, hein, l'Alpha 7S3. Parce qu'aujourd'hui, c'est Cineline complet à partir de la FX3, mais l'Alpha 7S3, il y avait un beau capteur, mais c'était pas forcément du Cineline. Juste une précision, Rodi, la Burano, c'est quelle marque, c'est quel modèle? La Burano, c'est Sony. C'est la gamme cinéma par excellence. D'accord. Donc là, on a dépassé les Venice, là. Oui, là, on est sur un produit à 30 000 euros. D'accord. TTC. Et la pub Dior où on voit Rihanna qui essaie de prononcer les mots, je crois, en français, les thèmes, tout ça. Ça a été tourné avec la Burano. J'ai repéré, en fait, quand j'ai regardé le behind the scene. Et voilà, c'est juste boîtier cinéma, quoi. Si on veut faire du film, c'est l'excellence. Donc souvent, je crois, je sais plus c'est quelle marque, mais c'est Alta. Ils appellent ça Alta. Et en italien, quand on dit Alto, c'est quelque chose qui est au-delà, en fait. C'est supérieur. Du coup, voilà, j'apprécie ces menus qu'on appelle Big 6 sur la Burano et les gammes cinéma supérieures, on va dire, qui est du coup confortable parce que t'as l'essentiel. J'ai vu ce menu grisé et blanc très simple où t'as vraiment l'essentiel qui est là. Donc ça fait aussi que quelqu'un qui commence à se mettre en technique, il a ses repères et il va pas se perdre quand il a un produit cinéma entre les mains. Parce que si tu as un mariage, par exemple, qui t'a facturé cher, parce que les clients ils sont exigeants, ça aussi, il faut le prendre en compte. Les clients ils sont exigeants, donc tu sais que ta FX2 ou ta FX3, ils vont pas faire l'affaire. Donc là, effectivement, j'ai pas les moyens, mais je vais louer une FX6 ou une Venice. Et là, en fait, au moins, tu seras pas dépaysé. D'accord. Tu vas quand même te retrouver un petit peu. Pour les restes, c'est des réglages. Et ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, en 2025, Netflix, la 7S3, il est sorti du catalogue. Elle est sortie du catalogue. D'accord. Il fallait être plus malin. Donc quand j'ai pris les D-Spec, j'ai dit, ok, attends, mais c'est le même codec. Le corps, il change. Donc eux, ils vont pas pouvoir le savoir. Parce qu'en fait, quand j'envoie les fichiers, ok, c'est bon. Tu vois, au niveau des fichiers, on n'a pas de problème parce que les codecs, ils sont pareils. D'accord. Tour du capteur qui n'est pas pareil, c'est-à-dire la color science, tout ce qui est les retours de l'image, c'est pas le même grain. D'accord. Pas le même grain. Parce que si tu prends un Alpha 7S3, tu filmes un log, et tu filmes un log avec une FX3 et tu vas sur DaVinci et que tu mets juste une base Rec 709, tu vas, ok, là j'ai une image, une FX3 qui est nettement meilleure, j'ai juste à faire quelques corrections, alors que l'Alpha 7S3, c'est un peu numérique, cette image. D'accord, donc c'est flagrant. Voilà, c'est flagrant en S-Log. C'était l'image qu'on n'aimait pas sur un Alpha 7 III qu'on prenait les photos, en fait. D'accord. Digital, c'était surtout moi qui venais du Canon. J'appréciais pas. Au début, j'ai eu du mal. Mais tu sais que c'est pareil, hein. Moi, je suis passé d'un 5D Mark II à l'A6500 et je peux te jurer que le gap entre le côté vraiment doux de chez Canon et le côté, comme ils aiment dire, le côté chirurgical vraiment lisse, vraiment, c'était bizarre. C'était vraiment. C'était pas la même chose. Pour quelqu'un moi, j'étais habitué à faire de la beauté. Donc, il fallait que je décortique le boîtier Alpha 7 III parce que c'était les premiers boîtiers Sony que j'avais acheté. Une fois que je l'ai décortiqué, c'est là que j'ai compris
comment Sony travaille. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est que Sony, si tu ne vas pas, si tu connais pas tes menus, tu connais pas c'est quoi la saturation, c'est quoi le contraste, tu fais rien. C'est-à-dire, beaucoup de gens achètent un boîtier, je vais faire la vidéo, ils mettent S-Log parce qu'ils ont vu un YouTuber mettre le P8 ou le P11, ils commencent à filmer. Non. Quand tu rentres dans le P8 ou le P11, c'est quelque chose. Hein. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est quoi ça? Tu sais à quoi ça correspond? Est-ce que tu sais? Tu vois? Je vais pas rentrer dans le technique. Moi, Rudy, je vais t'insérer avec toi. Moi, aujourd'hui, quand je tourne en OPP. Pourquoi je tourne en OPP? Parce que je ne maîtrise pas du tout tous les autres PP, du PP1 à PP9 et évidemment les S-Log. J'ai essayé quelques fois et j'ai pas la maîtrise. Voilà, donc je préfère le dire dès maintenant. Et c'est vrai que ce courant de mode qu'on a vu arriver des États-Unis, à savoir du S-Log, du N-Log, du C-Log à fond les ballons, mais que derrière faut gérer un bon ISO, faut gérer une bonne ouverture, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pour les professionnels. Malgré que tu maîtrises pas, tu as dit l'essentiel. Parce que tu as bien dit la lumière, les ISO. Donc, tu vois que à chaque fois, si je maîtrise pas quelque chose, comment est-ce que je peux aller faire? Voilà. En fait, ça va, tout va ensemble. Tout va ensemble. C'est pour ça, j'ai apprécié que tu m'as proposé d'échanger parce que les gens, ils se sont permis, ils ont voulu dire des choses sur ce boîtier qui est la FX2 sans l'avoir pris en main. Mais moi, j'ai une question pour ces gens-là, c'est toi qui t'as parlé mal de la FX2, tu maîtrises ton boîtier pour dire que les specs, ils sont pareils ou tu vois, c'est des questions, quand tu poses à la personne, il va y réfléchir. Il va réfléchir parce que il est parti dans l'euphorie, vu que tout le monde... Les deux points principaux de la critique par rapport à la FX2, elle se situe sur deux choses principales. C'est le prix, à savoir un prix un boîtier qui va sortir aux alentours de 3200 €. Et la deuxième chose, c'est que ils ont pris un A7 IV, ils ont pris uniquement le capteur, ils ont mis un corps de FX, on le bonbon un petit peu, et la pire des choses, c'est qu'ils ont gardé uniquement cette 4K en 60 images, en ce qu'ils appellent du Super 35, qui n'est autre que de la PSC. Et ça, en fait, les gens, ça les chagrine parce qu'ils se sentent lésés et ils se disent, pourquoi sortir une caméra de ce type-là alors qu'on peut avoir une A7 IV un petit peu moins chère? C'est censé être un deuxième boîtier pour un professionnel, pour un réalisateur qui est habitué à travailler avec des grosses cams. J'ai pas la connaissance de cause parce que comme j'ai dit tout tantôt, c'est que mon collègue, il a un Alpha 7S3. En fait, il a un FX3 et moi, j'ai une FX30. Quand on est en mariage, je peux vous assurer que les deux boîtiers en journée, tu peux être pépère, content, tu fais ta vie. Vous inquiétez pas, les images vont être nickel. En journée, tu précises à la salle. En journée, j'ai précisé bien en journée. Surtout dans les châteaux, parce que les châteaux, c'est le meilleur endroit où tu peux avoir le plus d'informations au niveau de la couleur pour les capteurs. C'est pas dans les bâtiments, parce que là, tu as du vert, tu as les gens. Entre le ton pierre aussi. Voilà, les tons de couleur, les tons de chair. En fait, c'est là que tu vas tester vraiment ton boîtier parce que si ça déborde dans les verres, tout ça, là, tu vas voir que ça touche dans les peaux. C'est pas bon, c'est pas joli. Les violets, les côtés violets, tu vois, tout ça, tu les vois quand il fait beau dans un château. J'ai mis le boîtier, je suis en post-prod. Il y avait une troisième caméra, c'est un collègue qui était venu nous donner un coup de main. Et lui, c'était un Alpha 7S3. Aujourd'hui, il est passé à la FX6. Et moi, je mets les images, je commence l'étalonnage. Tac, c'est fait pour les deux boîtiers FX. Et quand je prends l'Alpha 7S3, j'ai eu du mal. Parce que ils répondent pas de la même manière. C'est étrange, hein. C'est étrange chaque. Je sais pas pourquoi ils veulent pas calibrer. Non, mais ça a été corrigé. Parce qu'il faut se dire, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se sont dit, dans les commentaires, ils ont sorti une FX2. Il fallait sortir une Alpha 7S 4 ou je sais pas. Mais ils ont voulu faire une évolution d'un Alpha 7S 3. Très honnêtement, j'en doute qu'ils vont essayer de rentrer dans une gamme vidéo avec ces corps-là. Je pense pas Sony va s'y mettre dans ces boîtiers parce que pour moi, la mise à jour d'un Alpha 7S3, c'est la FX3. En fait, c'est comme si la FX3 est venue les remplacer, si on veut. Après,
N'oublie pas une chose, c'est que, bon, je rétropédale un peu en arrière. La 7S3, il est sorti en été 2020 et la FX3 est sortie dans la foulée. Donc c'est vrai que des fois Sony ils font un peu des choix de catalogue, de sortie de catalogue un peu spécial parce qu'ils peuvent à la fois sortir deux appareils mais qui n'ont pas le même gabarit, qui sont destinés à des marchés différents, mais en même temps c'est quasiment les appareils similaires. C'est vrai que c'est un peu spécial. Sony, pour moi, il a toujours été clair, à différence des autres marques. Parce qu'en fait, il disait déjà dès le début, moi j'ai 3 capteurs, sensibilité, résolution, et que voilà, tu fais tout ce que tu veux. Ils nous ont toujours montré qu'il y a sensibilité, donc tout ce qui est S, parce qu'il y a les S2, S3, maintenant il y a la FX pour la Cineline, parce qu'en fait, Cineline, il veut juste en fait dire que, mais écoute, tu es dans la prod, des fois tu es habitué à travailler avec des grosses caméras, les Venice, etc., FX6. Bon, écoute, je te fais un boîtier, un petit corps, tu fais tout ce que tu veux, compact, voilà, docu, ça passe, tu peux le faire avec un prix qui reste, on va dire, raisonnable, parce qu'on passe des 6 000, entre 6 000 et 16 000 et 30 000 pour la Burano, par exemple, à un boîtier à 4 000 euros, qui a quelques specs, surtout sur la partie colorimétrie. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'un pro, un réalisateur, il regarde pas le corps, le bouton, non. C'est pas ça qui lui intéresse. C'est sur les rendus du capteur, au niveau de la peau, les rendus des tons de chair. Parce que je vais te poser une question. Dans tous les cas, c'est pas sponsorisé Sony ou autre. Vu qu'on vend aussi des Arri comme caméra, pour moi, à titre perso, Arri reste le meilleur color science, tout ce que vous voulez. Meilleure color science au monde. En fait, j'ai vu un dernier podcast où il disait que Arri, c'était les caméras les plus utilisées sur les plateaux de cinéma. Donc ça rejoint ce que tu dis. Pour quelle raison? Si vous regardez les films à l'ancien qui étaient tournés encore à la pellicule, Denzel Washington, vous regardez sa peau, c'est pas comme aujourd'hui. Pourtant, lui, il a pas changé. En fait, c'est juste pour vous dire, en fait, que la pellicule, les travails au niveau de la couleur, c'était développé le mieux en la partie numérique. C'était développé par Arri. Moi, quand je mets ma peau sur l'Arri, c'est pas marron, non. C'est la couleur qui ressort que tu dis, ah oui, pour un étalonneur, c'est même bien. Parce qu'il va s'amuser, en fait. Pourquoi, en fait, quand vous regardez les pubs, on a presque toujours les mêmes gammes de couleurs, là. On voit toujours ces parties, même si ils font leurs touches. Mais on a toujours quelque chose de très naturel. On se sent, ah ouais, c'est représentatif. Parce qu'en fait, on travaille avec un capteur qui arrive à prendre les max d'informations au niveau des tons de chair, que d'autres, ils vont le faire, mais ça rajoute du violet, ça rajoute du rose, un peu. Même si on peut rattraper les choses en post-prod, mais Arri laisse quand même une très, il est loin. D'accord. Par contre, quand tu as une FX2 ou une FX30 ou une FX3, un étalonneur, tu lui donnes les rushs des Arri, tu lui donnes les rushs de la FX, il va être content parce qu'il peut matcher. Et personne ne va se rendre compte de avec quel boîtier on a travaillé. Personne. Parce qu'en fait, il a la possibilité de bien matcher les images et les couleurs. C'est là, en fait, qu'on voit aussi un professionnel de la couleur et un réalisateur qui est juste là pour faire des images et en fait, pour réaliser un produit, une demande, et un chef opérateur qui va s'y connaître un peu plus techniquement parce qu'il va te dire, bon, on va utiliser ça comme objectif ou ça comme caméra parce qu'on veut ça comme rendu. Les réalisateurs, ils les savent aussi, hein. Les réalisateurs, ils vont, disons, ils se laissent, ils font confiance, je dirais même directeur de la photo, parce que le directeur de la photo, c'est lui qui fait la recherche sur la coloration, sur ce qu'on va utiliser pour avoir les rendus que toi, réalisateur, tu m'as demandé de t'amener. Si on revient sur la FX2, tout le monde parle, on a ces crops, oui, vous avez les crops. Mais vous allez vous plaindre parce que vous utilisez souvent des optiques à zoom. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas goûté les optiques fixes, surtout de chez Sony, parce qu'en termes de qualité, c'est quand même bien, surtout c'est du autofocus. Mais quand vous allez commencer à goûter à des optiques fixes, on vous met en 15, en 24 ou 25 mm, on vous met en 35, on vous met en 50, là, vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on travaille
Après, Rodi, je vais aller en opposition un peu à ce que tu dis parce que tu sais quand Sony sort un appareil comme une FX2 à ce prix-là, tu sais l'avantage qu'on a chez Sony, c'est que on a tous les constructeurs tiers et on a la possibilité d'acheter des objectifs aujourd'hui qui ne sont pas des Sony. Moi, je comprends ton point de vue où tu nous dis que ben voilà les Sony clairement et puis si on tape dans les G Master, alors là c'est royal. On va dire, si je fais la photo, je préfère utiliser un Tamron, par exemple. Si je vais faire une vidéo qui soit bien, je vais acheter un Sigma Art. D'accord. Après, ça dépend de certaines photos parce que les piquets du Sigma, elle est beaucoup trop élevée. C'est là aussi qu'il faut comprendre que Sony laisse faire les optiques tierces. Mais il faut savoir que en optique tierce comme Sigma, si tu es habitué à travailler avec un 24 mm Sigma et que tu prends un jour un 24 G Master, la première chose que tu vas voir, tu sais c'est quoi? La grosse différence qui va être flagrant en fait dans ton image, c'est la mise au point. D'accord. Parce que toi, tu vas penser que ta mise au point que tu as, c'est rapide, non. Parce qu'en fait, ils travaillent avec 2 moteurs. Les Sony travaillent avec 4 moteurs. Ça, c'est valable pour tous les marques. Ça, tu le dis parce que tu l'as vu en boutique, hein. Faut le préciser, hein. C'est pas t'inventes. Quand j'ai acheté l'Alpha 7 III, d'accord. J'avais pas l'argent pour acheter les G Master tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un 28-70. D'accord. Donc, je parle toujours, en fait, par rapport à mon expérience. J'ai acheté un 28-75, 28-75 Tamron, et j'ai travaillé avec pendant longtemps. D'accord. Mais les jours où j'ai acheté les 16-35 de chez Sony, même avec un Alpha 7 III, j'étais ouf. Qu'est-ce qui se passe? Alors je dis, ok, il y a une différence. Et les premiers jours que les commerciales est venu nous présenter en optique, j'ai oublié c'était lesquels, mais je crois que c'était en 24-70 G Master 2. J'ai demandé, mais pourquoi vous laissez faire les optiques? Je comprends pas. J'ai vu quand même une différence de mise au point. Ah bah oui, il faut savoir que nous, nos optiques, ils ont 4 moteurs. Ils en ont pas 2 ou une. C'est-à-dire, et je trouve ça logique, hein, Sony sur du Sony, Canon sur du Canon, Nikon sur du Nikon, ça va être jamais pareil que Sigma sur un Nikon, Sigma sur un Canon. C'est des différences qu'on voit pas, c'est pas forcément important, hein, mais il y a aussi la différence des couleurs, chose qu'il faut pas oublier. Exactement. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé des Zeiss dans la gamme Sony, travaille avec un Zeiss et travaille avec un G Master, tu vas dire, ah ok, il y a des différences. Peut-être en vidéo, je vais préférer un Zeiss parce qu'il y a ces côtés un peu plus doux. Après, si tu veux, la force de Sony, comme tu as dit, ils ont laissé faire les constructeurs tiers, c'est parce que ça allait dans leur sens, dans le sens où quand ils sont arrivés dans le marché de l'hybride, déjà ils étaient seuls. Et pour faire connaître plus facilement une marque, c'est vrai que ouvrir sa monture à des constructeurs inconnus, en fait, ça va développer plus facilement le marché de cette marque. Et c'est là où ils ont été très... Exactement. Et c'est pour ça que depuis à peu près 15 ans, ou 10 ans plutôt, Sony, en fait, ils ont inondé le marché en hybride. Et ça, c'est grâce aussi aux constructeurs tiers qui ont permis d'arriver, non pas avec des objectifs à 2000 euros, mais à 300 jusqu'à 500 euros. À 700 euros, tu as un très belle optique art qui te permet de faire tout ce que tu veux. Encore une fois, c'est quelque chose au niveau du confort. C'est pour ça que je dis tout le temps, pour moi, c'est aussi un confort. Quand tu as quelque chose de la même marque, c'est juste un confort, mais il y a quand même un petit plus. On revient à la FX2. Juste, je veux que tu me parles de la raison de Sony par rapport au viseur. Toi, tu as été clair, c'est qu'en fait, ils sont partis pour la construction de ce viseur qu'on lève sur les anciennes caméras. Ça veut dire que tu as expliqué que les anciennes caméras avaient un viseur que tu levais. Est-ce que pour toi, c'est pas trop un gadget ou un petit plus pour, entre guillemets, faire monter la note? C'est peut-être pas pour faire monter la note, mais ça reste quelque chose de quand même important. Parce que si on n'utilise pas, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les viseurs, ça peut gêner certaines personnes par rapport au fait que ça couvre une partie sur mes cages, etc. Mais en même temps, moi que j'ai fait un mariage hier, lundi, et ben en fait, 15 heures, ah ouais, tu vois rien sur ton écran. Tu dois mettre ton œil. C'est-à-dire, tu mets ton œil, t'es sûr que ce que j'ai là, c'est précis. Moi, j'aime Sony, mais les écrans Sony, surtout la FX3, je fais pas confiance. Les images que vous voyez sur l'écran sont pas
forcément je vais voir en post-prod. D'accord. Donc effectivement, il y en a qui ont été malins, ils travaillent avec un écran, ça peut être Atomos ou Fieldworld, mais tant que j'ai une belle rendue, je peux faire confiance en l'écran déporté. Du coup, l'écran qu'on met, c'est pas pour faire joli, c'est parce que soit tu t'es rendu compte que ton retour au niveau des images ne correspond pas quand tu es en poste, donc tu mets un écran, tu mets un montant de 700 €, 300 € sur un bel écran sur lequel te permet de voir tes images réelles. La couleur, tu les vois. Maintenant, les réalisateurs, pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, il me dit, Rodi, je vais acheter l'Alpha 7S3, vu que tu me dis que les codecs c'est pareil, on part sur ça. On est parti sur ça. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait après? Bah du coup, Rodi, moi j'ai travaillé avec les Harry. Et je suis toujours comme ça sur mon trépied. Tu vois, il est toujours sur l'Ayton. Il travaille comme ça. Il dit, bah, je vais faire comment? En fait, dis-toi que lui, il regarde pas, il est comme ça. C'est parce que c'est comme ça qu'il travaille. Mais c'est bien que tu le précises parce que, toi, en fait, moi, je pensais que t'étais pas aussi, dans un gap aussi élevé dans le cinéma ou dans la post-prod assez forte. Parce que c'est vrai que, ce qu'on voit sur Internet, c'est souvent, ça va être des vidéastes et non des cinéastes. Et c'est ça un peu la différence, dans le sens où, en fait, de ton point de vue, effectivement, le viseur qui se lève pour un usage caméra, c'est quasiment indispensable. Moi, quand je vois les extraits du teasing de la vidéo de la FX2, je vois un pauvre gars, il est comme ça, on dirait, il tient un caméscope d'un tonton pour filmer, pour faire une prise de vue. Donc oui, dans ce cas-là, effectivement, c'est quasiment indispensable. C'est indispensable parce que s'il fait beau, tu peux avoir ton retour écran, il n'y a pas de problème. Mais combien de gens, quand je leur donne les prix de l'Atomos, ah non, c'est trop cher. Il faut se dire les choses. Il y a pas beaucoup de gens qui viennent acheter l'Atomos, sauf aujourd'hui, parce qu'ils ont sorti un écran qui est enregistreur, qui va juste... C'est la lecture, d'accord, on peut faire du lutte dessus. Oui, voilà. Ouais. Le but, c'est pour vous de voir avec quand même une belle dalle. D'accord. Ouais. La dalle aussi, c'est important parce que quand il fait beau, il y a du soleil. Qu'est-ce qui se passe sur un Atomos? Pourquoi il coûte aussi cher et pourquoi c'est beaucoup utilisé? Il faut savoir qu'en cinéma, c'est même pas l'Atomos qu'on utilise. Hein. On utilise la Small HD. D'accord. Donc là, tout le monde va dire, ah oui, un cinéma, j'ai vu un écran. Non. C'est pas Atomos, c'est Small HD. Et les écrans, ils coûtent combien? C'est moins cher pour l'HD. Bon, je te donne un prix d'un 7 pouces. 1007. C'est pas les mêmes besoins. Derrière, on va avoir un système de câblage aussi qui est différent. Les SDI, les HDMI. En fait, tu vois comment on construit pas à pas, on change directement d'endroit. Ah bah oui. Voilà. Un mariage, je vais pas utiliser un Small HD. De toute façon, précise que le SDI, c'est pro, c'est télé, c'est broadcast, c'est cinéma. Et le HDMI, on va dire que c'est pas loisir, mais c'est semi-pro, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on a remplacé avec la télé, avec tous les systèmes analogiques, les HDMI, on a un joli flux qui est rapide. Et maintenant, cinéma, quand tu fais des branchements HF et qui est un chef, en fait, à l'Réal, qui est là derrière avec la DA pour regarder les images, à côté, le flux, il doit être quand même aussi rapide. Parce que voilà ce qui se passe réellement. Donc le SDI, il va être déjà plus commode. Parce qu'il y a des réals qui vont te dire, des chefs-op, non, HDMI, il va se casser, c'est délicat. Du coup, on est toujours, chacun a ses avis par rapport au travail qu'il fait. Là, si on revient encore sur les conforts, et là, pour moi, la FX2, pourquoi je disais à mon directeur, même à Sony, sur place, j'ai dit à Sony, j'aime bien cette caméra, on va voir ce que ça va donner. Vous l'aurez sorti à la place de la FX30, ça aurait été ma caméra. Parce que moi, en mariage, je voulais pas dépenser 4000 €. C'est pas être péjoratif, mais c'était par rapport à mes besoins, mes exigences. Okay. J'avais besoin d'une caméra qui soit quand même ciné, qui me laisse un peu cette liberté des couleurs, de mettre des optiques, les conforts de l'ergonomie. C'était pour moi important. Et tous les cas, les clients, il va pas avoir cette différence. Mais moi, bien sûr. Et tu sais, non, ouais, tu as raison sur le fait que, en fait, les clients, déjà, ils perçoivent même pas la différence entre un Full HD et une 4K. Ça, je l'ai vu avec le temps.
et que nous, en fait, on chipote beaucoup sur tout ce qui est détail, tout ce qui va être codec, tout ce qui va être étalonnage. Mais pour en revenir au client, c'est que vraiment, en fait, il veut son film de mariage. Il soit bien, qu'il y a une histoire, et c'est tout. Mais tout ce que tu vas utiliser, c'est pas ce qui lui importe. Mais par contre, si tu as une demande de pub, ah ben là, tu vas commencer à réfléchir sur ta caméra, sur ton objectif. Un mariage, personne ne t'a rien demandé. Hein. C'est ta vision qui va apporter quelque chose. Moi, ma vision, c'était d'amener un peu plus du cinématique, on va dire cinéma, et des choses un peu plus préparées. Donc, je prépare mes mariages en amont. Donc, j'arrive jamais les jours J. J'essaie de préparer. J'ai l'histoire des mariés. Moi-même, mes collègues et collaborateurs, des fois, ils ont un storyboard de la matinée, parce que moi, montage, pour ne pas perdre de temps, c'est ma technique. Les storyboards, les gars, vous respectez. Moi, quand j'arrive en montage, à quoi bon? Toi, tu fais les mariages, tu as l'expérience. Imagine, tu es en train de filmer, tu as fait 20 séquences les matins des préparatifs. Tu rentres à la maison, tu poses pour les montages. Qu'est-ce que je vais choisir? Non. Moi, je sais déjà que je voulais qu'il se mette là sur la fenêtre parce qu'il m'a dit les lieux. Peut-être il fait pas beau, non. Mon gars, il sait qu'il va changer. Moi, je prépare. Il y a des plans. C'est comme scénarisé en mode storyboard. Je lui dis, j'ai besoin de ça, 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 ça. Il fait une compo parce que dans tous les cas, on sait ce qu'on veut faire. Les matins, on a besoin des préparatifs jusqu'à arriver à la découverte. Je vais montrer des parties des préparatifs, les visages. Je sais ce que j'ai à prendre. Je vais pas prendre les pieds. Tu vois? C'est un gros débat. Tu sais quoi, Rodi? Le débat sur le mariage, il est hyper intéressant. Garde-en sous le coude pour une autre vidéo parce que comme ça, on va faire une spéciale mariage. Là, tu sais quoi, j'ai plein d'idées par rapport à ça et tes réponses sont vraiment importantes. On va revenir sur la FX2. J'ai une question qui est pourquoi Sony aujourd'hui a sorti fin mai cette FX2 en sachant que tout le monde attend le A7 IV? Ouais, les gens qui attendent les A7 V, j'ai aussi une question. Vous serez prêt à payer les prix pour ces boîtiers? Parce qu'il faut savoir qu'il va pas coûter le même prix que l'Alpha 7 IV. Il faut bien se dire les choses. Mais à côté, je peux comprendre parce que chacun attend une nouveauté. Il faut quand même pas oublier que la FX2, il y a de la nouveauté, mais personne n'en parle. C'est surtout sur l'IA. Les capteurs, oui. 33 millions de pixels, c'est comme l'Alpha 7 IV. Oui, mais c'est pas dans le même corps. C'est beaucoup poussé au niveau de la vidéo. Et donc, c'est pas la même chose. Ils vont sortir un Alpha 7 5. Oui, c'est quoi? On est au 4. Bah, qu'est-ce qu'ils vont nous amener de plus de ce qu'on a? Parce que moi, à chaque fois, tout le temps, je me dis une chose, Julien, je me dis, au moins, on a atteint quand même un niveau. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut s'inventer encore. Non, honnêtement. Tu sais, moi j'ai fouillé un petit peu tout ce qui est rumeurs, etc. Et ce qui revient souvent, en fait, ce que les gens aimeraient clairement sur une gamme Alpha A7 V, ce serait le retrait du crop en 4K 60. Après, ce qu'ils ne savent pas ou peut-être ils s'en fichent, c'est qu'on peut pas faire du full frame en 4K sur un capteur qui va dépasser les 20 millions de pixels. Et surtout que l'Alpha 7 IV, l'Alpha 7 IV ou l'Alpha 7 V, futur Alpha 7 V, il vient là pour les gens qui veulent être polyvalents. Après, maintenant, sur la sortie de la FX2, c'est vrai, on a peut-être du mal maintenant à se positionner. Est-ce que là, réfléchissons ensemble, c'est simple spéculation, j'ai pas d'informations avant tout le monde, ou nous, on a les informations comme tout le monde, des fois, on découvre les choses des heures avant, comme tout le monde. On va spéculer un peu. Si on réfléchit, on va se dire, bon, on a une gamme cinéma, on a une gamme complètement cinéma vidéo, on a une gamme qui est polyvalente, et dans sa gamme polyvalente, on va avoir que l'Alpha 7, qui est aujourd'hui l'Alpha 7 IV. Mais la sortie de l'FXD me pose en fait des doutes. Est-ce que cet Alpha 7, cet FX2, pardon, il vient pas peut-être remplacer cette, tu m'as dit Alpha 7 5 que tu vois les rumors, parce qu'en fait là c'est un boîtier polyvalent. 33 millions, il est renouvelé au niveau de l'IA, il a tout ce qu'il faut pour faire la photo.
Donc toi, pour toi, tu penses que le FX2 serait la prolongation d'un A7 IV, tout en fait, il ferait la passerelle entre la gamme Alpha, pardon, entre la gamme A7 et la gamme FX pour avoir ce croisement. Pour avoir ces croisements, et du coup, ça nous laisse et la gamme Pro, un F2, l'Alpha One. Après, si tu veux faire de la photo, tu peux aussi faire de la vidéo, les R. Et là, tu as la résolution. Il te faut. Mais si tu veux quelque chose qui soit beau gabarit, fais ce que tu veux. Tu peux faire de la photo, obturateur mécanique, donc je mets en flash, je fais ce que je veux. La FX2 est là pour te servir. Et la gamme APC, peut-être qu'ils vont essayer d'évoluer sur les Alpha 7C, 2, sur un 3, et avoir toujours une FX30 sur les pieds. D'accord. Pour garder la partie APC. Aujourd'hui, moi, je suis mitigé par rapport à tes propos parce que je pense que les gens, en fait, la concurrence, elle a envoyé du lourd dans le sens où Nikon a envoyé un Z6 III avec un capteur semi-empilé. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir si Sony, aujourd'hui, entre guillemets, a les coups de mettre un semi-empilé sur un A7 ou probablement sur un A7 V. Il coûte combien le Z6 Le Z6 III, effectivement, on a dépassé les 3000 €. Et je pense que si un A7 V, on dépassera les 3000 €. Dans les positionnements de Nikon, Nikon a positionné ses boîtiers, les 5. Voilà, tu débutes, tiens, un bon prix, des jolies optiques, tiens. Z6 était là pour des gens qui voulaient évoluer en vidéo. La gamme 7, c'était pour les gens photographes, purs photographes. Exactement, avec un capteur plus élevé. Un capteur un peu plus élevé, une belle résolution, les couleurs là à jour et tout ce qu'il faut au niveau du capteur pour combler certains paliers, parce qu'il y a des photographes de concert. Ah bah, j'ai les flickers qui est là. En fait, tu vois, il y a des choses que quelqu'un qui va faire de la vidéo, peut-être, bah, t'as un écran derrière LED. Qu'est-ce qui se passe Ouais, ça fait du blending un peu. Ouais, bah voilà. Ça, normalement, si je ne me trompe pas, quand on regardait les specs, c'était quelque chose qu'on va pas retrouver au niveau de la FX2, parce que moi, j'ai filmé avec l'Alpha 7 IV. Déjà, sous l'évolution, je ne vois pas Sony pousser autant sur la partie vidéo parce qu'ils l'ont déjà fait sur la FX2. Ça peut être que sur la photo. Donc, si ça peut être que sur la photo, la gamme R, elle va finir où? On va nous sortir quoi? Un 5 millions? Après, faut préciser que Sony aujourd'hui, en fait, j'aime bien dire ce terme-là, même si c'est un peu trop fort, c'est qu'à force de sortir, à force d'être partout, ils peuvent pas s'auto-cannibaliser. Parce que malheureusement, une nouveauté que tu vas développer sur, par exemple, les R, tu vas être à la limite de taper sur les Alpha 9 ou même sur la gamme A1. Et là, après, évidemment, tout va imploser, clairement, parce que, en fait, s'ils mettent cette nouveauté sur tous les appareils, il n'y a plus de gamme. Donc, ils doivent, entre guillemets, compartimenter une nouveauté propre à la gamme. Par exemple, si demain, il y a un futur A7 S4, ce qui n'est pas du tout sûr, vu que la gamme FX prend beaucoup d'ampleur, quelle nouveauté tu mettrais sur un A7 S4, par exemple? Sans marcher sur les plates-bandes des FX. Là, c'est pour ça, en fait, je disais, pour moi, la gamme Alpha 7S3, on va la mettre de côté. On va rester sur la partie Cineline parce que là, c'est vraiment, ils essayent. C'est pour ça, c'est mon Cineline. Si on regarde bien, au niveau marketing, c'est revenu souvent. Oui, bien sûr. Ils veulent un peu épanouir un peu cette gamme vidéo avec des capteurs qui vont être de plus en plus poussés au niveau de la vidéo. Et c'est vrai, moi, je lis pas trop les romances parce que je me doute un peu que les marques, voilà, c'est eux-mêmes qui les font. Ouais, ça se peut que ils vont sortir quelque chose, mais là, aujourd'hui, au niveau de mon cerveau et de mon raisonnement, je suis un peu bloqué. D'accord. Je n'arrive pas, comme je te disais tantôt, c'est que pour moi, on a éteint quand même des niveaux. Il n'y a pas de boîtier. Tu peux être une quiche en photo, t'achètes un boîtier Nikon ou Sony ou Canon, tu te mets en auto, et t'as des photos de potes. Toi-même, tu dis, ah ouais, est-ce que j'aurais pu faire ça? Tu vois, c'est que. Tu as raison, c'est. Pour moi, on est quand même sur des gammes. Depuis même les Z9 et les Z8, je me suis dit, attends, mais là, 120 images par seconde.
C'est-à-dire, en fait, on commence à avoir des choses, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu sais, les gens, c'est souvent, ils veulent quelque chose, bon, évidemment, de pas très onéreux, mais ils veulent une technologie qui ne leur handicape pas. En fait, la critique qui revient le plus souvent, c'est cette 4K en 60 qui est croppée. Sur une caméra, en fait, c'est trop. C'est trop pour eux. C'est plus possible. Surtout d'un constructeur comme Sony qui peut faire de la 4K 60 sans crop sur du full frame, sur toute la dalle entière. Ça dérange beaucoup les gens et c'est surtout ce prix-là. Ah, toi, ça te gêne le fait d'avoir ces crops? Moi, je vais être sincère avec toi par rapport à cette FX2. Je l'aurais acheté à une seule condition. Déjà, j'aurais mis 3 200 € si la 4K en 60 n'était pas croppée. Si on était sur une dalle qui aurait respecté tout le capteur. Aujourd'hui, mon A7 IV, quand je tourne, il est ce qu'il est, il tourne bien. Maintenant, le seul inconvénient que j'ai avec cet A7 IV, c'est la surchauffe. Et je l'ai encore eu ce samedi-là. En fait, on était en église, je tournais en 4K, et au bout de 45 minutes, il y a le thermomètre qui est apparu. T'as mis les réglages des températures aussi. Dès que j'ai reçu mon appareil, en fait, je l'ai fait. Et malgré ça, ça a joué des tours. Je peux comprendre que pour une FX2, le parti pris de dire, bon, en fait, c'est une caméra, il y a un ventilateur, et que grâce à cette caméra, parce que c'est une caméra, vous n'allez plus avoir de surchauffe, je le comprends. Maintenant, le prix, je le comprends moins, surtout quand on a de la 4K en 60 croppée. Je trouve que les prix, de mon côté, soient pas... Je trouve juste les prix. Je comprends les crops sur les capteurs, mais si on prend les choses pour ce qu'ils sont, c'est parce que moi, par rapport à ce que j'ai lu, c'était, on dirait, dérangeant d'acheter 3 200 € l'appareil et aller mettre encore 1 000 €, 2 000 €. Alors que, dès mon expérience, déjà étant que vendeur chez Sélection, on a eu rarement des photographes ou des vidéastes qui ont acheté les deux choses en même temps. À savoir? Bah, un boîtier oui. Et un optique de la même marque. C'est très rare. Dans les commentaires, on dirait beaucoup de gens ils se sont sous-estimés. Non. Moi, il y a des clients qui viennent, ils ont lancé l'entreprise, ils ont de quoi faire ou un prêt, ou les parents, ou la famille, ils donnent un coup de main pour qu'ils se lancent, ils achètent toute la gamme. En fait, quand je dis toute la gamme, c'est que c'est les combos. CF Express, type A ou type B par rapport au boîtier, optique haut de gamme, donc des 1 000 €, 3 000 €, boîtier haut de gamme, 4 000 € ou 3 000 € quand on parle des Canon ou Sony, et il a ce qu'il a. Après, j'ai des gens qui sont étudiants, ils viennent avec les parents. Ah oui, on voudrait ça, la Blackmagic. Ah oui, non, mais la Blackmagic, c'est bien, mais il faut voir un peu plus ciné, les optiques, etc. Bon, il y a du Sony, sinon du Canon. Ah, bah, les Sony, c'est intéressant, l'ergonomie, j'aime bien. Ok, très bien. Par contre, les budgets, on touche déjà les budgets du boîtier. C'est élevé, hein, pour une première caméra, c'est taper dans du BM, c'est... Après, c'est chacun ses moyens. C'est vrai, exactement. J'ai eu des étudiants, en fait, son père, il était prêt à mettre l'argent sur les boîtiers, donc j'ai préféré lui mettre un boîtier avec lesquels il pouvait évoluer, même plus tard, une FX3 à l'époque. Et quand il dit, ah, l'optique, c'est moi-même que je vais le payer, je dis, non, t'inquiète, on va réfléchir ensemble. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Ah, moi, j'ai réfléchi, ça va être des plans fixes au début, après, ok. T'as deux choix. 1499 € pour un 24-105 f4. Par contre, tu pallies avec la lumière parce que t'as pas une grosse ouverture. Au soit, regarde, 799 €, t'as 28-75. Chez Tamron, par exemple. Chez Tamron. Ah non, ça me va déjà, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah regarde, t'as Sigma Art à 1400 € les 24-70. Ah oui, c'est peut-être dans mon budget. Écoute, on va essayer. Test. Ah ouais, franchement, ça va. Ok. Je prends pour l'instant 799 € les Tamron. Je sais que je vais évoluer. Et quand il m'a dit cette réponse, j'ai dit, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Parce que tu aurais acheté le 24-70 Sigma. Plus tard, dans ton évolution, tu aurais testé chez un ami le 24-70 G Master 2. Tu t'aurais dit, ah ouais, il est léger, il est fluide. Et tu vas dépenser 3 000 €. Tu fais le compte, en fait, tu as dépensé plus
de ce que tu devais dépenser, alors que tu auras acheté 700 et quelques euros, qui va être rentabilisé. C'est-à-dire, si j'ai un bon optique, et j'apprécie énormément, je le garde comme au cas où. D'accord. Parce que, Julien, on l'a pas dit, vidéaste, aujourd'hui, c'est considéré comme un professionnel. Mes questions, vous avez combien de boîtiers chez vous? Vous avez combien d'optiques? Si on les compte sous les doigts, il n'y a pas de problème, vous avez droit. Mais votre boîtier tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah oui, ça va faire 15 jours pour la réparation. Julien, tu as une prestation samedi. C'est cuit. Donne-moi une solution. Non, non. Je sors mon Xiaomi. Non, mais tu vois, c'est que c'est un ensemble. J'aime pas mettre les choses, mettre tout le monde dans le même panier. Je sais que les prix sont peut-être excessifs pour certains, mais je sais qu'il y a certains qui sont dans les cinémas, qui sont à l'école, qui sont en train de se dire, au lieu de prendre la FX30 à 2004 et quelques et prendre un G-Master, je vais prendre ça, je vais me prendre un petit optique, même un fixe, et je vais commencer à m'amuser avec ça. Mais pour moi, c'est ça l'esprit d'évolution. Parce qu'en fait, on se laisse pas... Je comprends encore une fois, si on répond à ces histoires du crop, combien de gens filment en 60 images? Quels sont les besoins? Tu as des besoins spécifiques. Exactement. Hein. Et là, si on veut pousser encore plus loin, on va prendre la gamme RED. Les gens pensent que RED, c'est cher. Ah là, pourquoi c'est moins cher? Mais oui, c'est moins cher. Mais regarde, quels sont les besoins pour cette caméra-là qui coûte 4 000 euros et pourquoi l'autre, il va coûter 6 000? Parce que si tu fais du commercial au niveau, on va dire, commercial au niveau pub, télé, t'as peut-être pas besoin des 60, parfois. 24, ça suffit. Et tu prends les boîtiers qui correspondent. Tu filmes avec. Ah oui, mais là, je vais faire une pub pour Safran, ralenti à... Ok. T'as les boîtiers à 10 000 euros. T'es prêt? Les 60, ça suffit pas pour Safran. Hein. Je pense qu'on faut monter dans les 140 ou... Oui. Après, oui, effectivement, on va voir des choses un peu plus au niveau de la vitesse. Ils ont besoin vraiment d'avoir des choses dans les détails. Comme tu dis, on va taper sur de grosses caméras, quoi. Toi, quand tu l'as testé, Rodi, cet FX2, est-ce que l'AF et l'IA sont réellement cette réussite que l'on attend aujourd'hui dans ce monde où tout est IA? Oui, parce que faut savoir on l'a tenu en main une vingtaine de minutes, hein, donc c'était des tests assez rapides, si on peut dire. C'était plutôt une prise en main. Mais des images que j'avais pu faire avec un collègue, ce que j'ai pu remarquer, que là, on n'a plus ces petits carrés, en fait, mis au point sur l'œil. Non, là, on est sur un ensemble. Grâce à l'IA, en fait, l'appareil, il est conscient qu'il y a un sujet sur lequel il est en train de faire la mise au point. Il bouge les sujets. J'ai comme si je suis un ensemble. D'accord. Je suis en fait sous un frame, on va dire, de mon sujet qui, lui, il arrive à suivre. Pour les gens qui savent, peut-être que ça, pas tout le monde les savent, depuis l'Alpha 7.3, ou même l'Alpha 7.2, je crois, on avait la possibilité sur des Sony d'enregistrer les visages de nos sujets. Ça, c'est très, très intéressant en mariage, parce que les matins où je peux faire déjà les photos de mes mariés, et pendant les soirées, souvent on avait du mal avec les mises au point et nos petites LED. Grâce à ces technologies, on arrivait à avoir quelque chose de très fiable. Mais par contre, avec l'IA, il y a une différence. C'est comme une sorte de lecture que il enregistre les visages. C'est comme nos téléphones, hein. Il reconnaît, il sait que c'est toi par rapport au trait. Et là, en fait, c'est avec l'IA, je peux enregistrer mes mariés pendant la prestation. Lui, il va pas se tromper. Il a la photo. Il a déjà la photo, donc il a la lecture, il sait les visages correspondent à ça. C'est pas lui, c'est lui. Il va faire la mise au point. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages de l'IA. On va dire la prouesse technologique, la nouveauté, c'est beaucoup plus sur l'AF et on va dire, je vais dire, utiliser les jargons un peu plus vulgaires, en fait, pomper les pompages supplémentaires sur l'IA qui permet d'avoir des images qui étaient déjà bien,
avant, parce qu'on rate rarement la mise au point avec du Sony, mais là, on est passé à des niveaux où si on est en concert, pour les gens qui ont l'habitude de prendre des DJ Snake durant l'arena ou tout ça, tu as besoin d'avoir quelque chose qui soit quand même fiable, parce que tu as beaucoup de monde autour. Et là, voilà, ça fait la différence, quoi, dans l'ensemble. Donc, enregistrement des visages, on n'a pas l'habitude de le faire, mais si vous commencez à le faire avec la FX2, c'est grâce à l'IA un peu plus poussé, parce que on est vraiment sur les visages du sujet et pas des traits de visage inventés par la mise au point automatique, on va dire. Ok. Question cruciale, pour un nouvel arrivant qui veut faire de la vidéo, tu lui conseilles quoi? L'A7 IV ou la FX2? Je vais lui conseiller de la FX2 pour une simple raison, que nous, on a vu un diagramme que vous n'avez pas vu, qui est très simple. Je vais avoir la Burano, je vais avoir la FX9, FX6, FX3. Après, j'ai la FX2. S'ils l'ont mis sur cette lignée, c'est qu'il y a une raison. La gamme Cineline, c'est pas juste un nom. La gamme Cineline, il faut le prendre comme une sorte de philosophie de l'image, du rendu cinéma que les cinéastes connaissent chez Sony. La gamme Venice, on sait les tons de chair, on connaît cette couleur-là, et on va la retrouver sur ces capteurs-là. Et à côté, on a en fait une FX30. C'est vrai, la FX30 est simple, elle est accessible, mais pour l'avoir utilisée personnellement, pour quelqu'un qui commence, je pense que c'est comme si tu te serres un peu trop la ceinture. Si tu veux, tu serres trop la ceinture au début, mais quand tu vas commencer à évoluer, prends-toi en plein format. Je prendrai pas l'Alpha 7 IV aujourd'hui, j'aurais pris une Alpha 7, une FX2 par rapport à cette gap technologique au niveau de la vidéo. Et pour moi, si j'aurais eu une FX3, parce que j'aurais eu l'FX3, j'aurais pris ces boîtiers, la FX2, comme boîtier secondaire. Très bien. Quand on fait des podcasts, très honnêtement, l'Alpha 7 IV est bien, mais parfois on a besoin d'avoir quand même quelque chose de très très fluide dès le début. Pas aller dans la post-prod, non. Qu'il soit fluide dès le début, parce que moi je l'ai vu. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de travail sur la post-production couleur, mais quand on a filmé un interview avec la FX3 et la FX30, déjà il y a le problème de l'écran. Il faut savoir que l'écran de la FX30 elle était meilleure. Dis-moi, Rodi, pour quel type de vidéaste cette FX2 est dédiée principalement? On les appelle souvent en photo les amateurs avertis. Moi, je dirais les vidéastes qui est technique, qui se soucie du détail, il saura l'importance du boîtier. Mis à part l'IA, la F qui est beaucoup plus fluide, cette ergonomie quand même qui vient accompagner les mains d'une manière un peu plus agréable, c'est sur la technologie du boîtier, sur la partie vidéo. La partie vidéo, on va être un peu plus à l'aise sur un prix de 3200 €. Parce qu'on a un capteur plein format, à la différence de la FX30. Donc, quelqu'un qui aime les cinémas, qui veut pousser son imaginaire, c'est pour toi. C'est pour cette personne-là. C'est pas pour quelqu'un qui débute. Pour moi, un débutant, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment, tu vois, qu'il a peut-être un peu d'argent, mais je vais pas forcément les guider vers ces boîtiers, tu vois. Je dirais peut-être déjà c'est quoi, photo ou vidéo. Si c'est plus vidéo, lui, FX2 correspond. Et si c'est beaucoup photo, l'Alpha 7 IV, c'est bien. Parce qu'en fait, la prise en main, quand tu es en train de faire la photo, c'est pas pareil avec la FX2. Ah oui, totalement. La FX2, si vous voulez, c'est un boîtier qui peut faire les photos, mais il est conçu surtout pour la vidéo. C'est ça qu'il faut juste se dire, c'est que c'est pour un vidéaste qui fait aussi un peu de photos, comme moi. Et des fois, il va se dépanner parce que j'ai souvent fait des anniversaires pour des influenceurs pour une agence. Et j'arrive sur les coups, j'aime pas avoir mon stabilisateur, mon Sony comme ça, même si j'ai les sangles, j'ai toute la gamme ou Android pour ranger bien. Tu sais quand on fait les plans danseurs, et je peux ramener mon flash, j'ai fait ma photo là.
Parce que des fois, il y en a qui demandent, vu qu'ils n'ont pas de photographe, vous pouvez faire une photo. Vu que j'aime pas filmer avec l'Alpha 7 IV, très honnêtement, si je filme avec l'Alpha 7 IV, c'est juste pour un confort qui prime, c'est les capteurs qui est plein format. D'accord. Parce qu'en basse lumière, quand je monte mes ISO, il faut savoir que je peux monter à 12 000 tranquille. Sur l'FX30, si tu as un log, c'est entre 400, si je ne me trompe pas, entre 400 et 800. Alors que sur la FX2, on a un plein format, mais sous les S-Log, je peux faire du 800 ISO en natif et je suis tranquille. La FX30, dès que tu montes à 800, sache que tu commences à avoir du gras. J'ai fait la nuit avec un optique ciné. Contre la FX3, on a les mêmes couleurs, mais les grains, il était beaucoup plus important sur la FX30 que sur la FX3. Donc là, effectivement, la FX2, pour moi, vient combler certaines problématiques que moi, vidéaste, photographe, que j'ai envie de faire beaucoup partie cinéma, que j'aimais pas sur la FX4, sur l'Alpha 7 IV. C'est-à-dire, quand tu filmes un log, t'as pas la possibilité de voir ton image on va dire en Rec 709, c'est-à-dire ce qui te permet de voir quand même les rendus. Tu l'as pas sur l'Alpha 7 IV, déjà des 1, tout est gris. Donc toi tu sais pas des fois si est-ce que je suis bien ou pas, parce que quand voilà, quand tu es en log, normalement tu dois avoir un écran qui te permet d'avoir des lectures. On est sur quelque chose de très technique, donc tu dois connaître. Et si tu travailles tout en gris, qui est les S-Log, tu sais pas si tu es bien exposé ou pas. Au moins que tu rajoutes un peu de zébra, mais même là, il faut savoir les lire. Mais moi, je suis un événementiel. J'ai fait un anniversaire pour un influenceur. J'ai pas le temps de lire mon histogramme. Je veux juste une chose. Je règle mon boîtier par rapport au maximum qu'il peut me donner en basse lumière. Je le mets en 800. J'ai une belle optique et tac, j'allume les types les live view pour mon lutte. Et là, tac, je commence. Je sais que là, je suis très sombre, je vais faire ça, je vais mettre une lumière. Chose que je ne peux pas faire avec l'Alpha 7 IV. C'est pour ça, par rapport à ta question, j'ai un ami qui est devenu un client à la base, c'est Enzo, qui vient me dire, Audi, je vais m'acheter un boîtier pour faire la vidéo, mais tu sais, la FX30, la FX3, je veux un plein format, en fait. Il pouvait pas acheter la FX3. Du coup, il dit, qu'est-ce que je fais? Réfléchis. Si tu veux pousser sur la vidéo, tu fais quoi? Il y a l'Alpha 7C2. Que si vous regardez bien, sous les specs vidéo, c'est le même spec vidéo qu'on a sur la FX3 et la 30. Chose qu'en fait, l'Alpha 7 IV n'a pas. Comme quoi, par exemple? Parce que ce que tu soulèves, c'est très important, parce que là, tu nous dis que... L'histoire de menu, que en fait, c'est-à-dire, tu peux personnaliser ton bouton 1, tu mets en fait, montre-moi mon lutte, je vais pas voir les logs. Sur mon image, je vais pas voir les logs. Mais sur la 7.4 aussi, tu peux personnaliser le 1, le 2, le 3, tu peux le... T'as pas la possibilité d'aller mettre, en fait, on va dire, lutte pour voir ton image. D'accord. Avec le filtre. Très bien. Parce qu'en fait, tu as des profils d'image. C'est pas les mêmes menus, en fait. C'est quand tu as un profil d'image, ça veut dire que tu as choisi un profil et c'est ce que toi, tu vas voir. Et par contre, moi, visuellement, tu dois m'aider parce que je vois pas bien avec les S-Log 3. Ah, d'accord. Tu mets les Rec 709 qui me donnent l'équivalent quand vous passez sur DaVinci pour mettre avec quelle caméra vous avez travaillé, avec ça. Ah, ok, tac, 709. Ah, mon image, elle est bien là. Elle est pas finie, mais c'est déjà bien. C'est la même chose sur la caméra. Donc, ça permet d'avoir un visuel quand même de ce que tu vois réellement. Tu as de la couleur, tu vois. Pas l'image qui est tout gris. Est-ce que pour toi, Rodi, on arrive sur les dernières questions, est-ce que pour toi, la FX2 a sa place pour un vidéaste de mariage? Très largement. J'aime bien les appeler aujourd'hui les cinéastes du mariage parce que je sens que beaucoup, ils essayent d'amener l'histoire parce qu'à un moment, on avait perdu aussi ce côté histoire. Donc, ils ont besoin de boîtiers qui leur poussent aussi. Un boîtier peut te pousser. Attention, un boîtier peut te pousser à faire des choses que tu aurais même pas pensé de faire. Par exemple, personne, il va se dire, je vais mettre un optique cinéma sur un Alpha 7 IV. Au moins qu'il est passionné vraiment, qu'il réfléchit de fou. Personne.
Mais quand tu as une cinéline, tu sens quand même que tu as des besoins. Tu as envie d'évoluer vraiment très, très fort en vidéo. Mais cinéma, quand on parle des cinémas, c'est pas juste rajouter le frame pour avoir cette flair. Et ça, tu l'as qu'avec certains types d'optiques. Et cette partie un peu un smooth en fait sur la peau qui à mariage souvent on néglige, mais souvent les mariés quand ils regardent les vidéos, quand on travaille avec des optiques qui sont très quali et piquées, parce que les optiques cinéma ils sont bien calibrés, mais ils sont pas aussi piqués que les optiques photo, parce que on travaille avec des optiques photo, même si souvent on l'utilise pour la vidéo, comme les G Master, ils sont très piqués. Et ben en fait, il va pas avoir peut-être ces ports. En fait, c'est les boutons, ils peuvent les détails. Si on veut chercher les détails avec le boîtier et les belles optiques, on va vraiment voir vraiment la peau, on va vraiment le voir quoi. Du coup, au lieu de baisser, parce que tu sais que t'as sur le boîtier, t'as la modalité comment on appelle ça? Tu peux avoir la peau qui est lisse, moyen. Tu peux faire un effet, ouais. Tu peux estomper, entre guillemets, le grain de la peau. Ouais. Estomper, mais j'aime pas trop le rendu. Si il est fait sur l'optique, c'est différent, tu vois. Souvent, les influenceurs, ils aiment bien pomper ça à fond, faire des vidéos, et tu vois direct. Alors que sur l'optique, ça passe à ce que tu ne vois pas aussi dérangeant, en fait, sur l'image. Donc, pour les vidéastes cinéastes des mariages, c'est l'optique, en fait, c'est les boîtiers, il faudra avoir, ça reste un bon investissement à ce prix-là. Et pour les gens qui veulent pousser, faire de l'anamorphique, vous pouvez faire. Parce que l'avantage est que quand vous allez placer l'optique anamorphique, vous allez directement voir les frames adaptés qui vous permet de ne pas être là à faire des bidouillages en post-prod, mais vous avez déjà les images comme il faut en filmant directement. Donc c'est vraiment un boîtier pour. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu expliques que pour les vidéastes de mariage, entre guillemets, mettre l'habit de la FX, ça veut dire se plonger et se mentaliser sur le fait qu'on a une caméra qui est une caméra de cinéma. En fait, ça peut pousser à aller plus loin et à upgrader pour un futur proche, ne serait-ce que dans les objectifs, que dans le setup qu'on va installer pour le métier de vidéaste de mariage. Il faut réfléchir à long terme. Moi, quand un client vient me voir, moi, j'ai réfléchi pour lui à long terme. Je réfléchis pas sur son besoin présent. Admettons, tu viens me voir, j'ai un mariage, hein, j'ai besoin de ça comme flash. Ok, c'est bien. Mais en fait, moi, je pense à toi demain. Toi, tu vas prendre un flash Cobra, mais dans 5 mois, tu arrives. Ah oui, mais j'ai eu 5 personnes, hein, je voulais changer un peu. Oui, du coup, là, tu te mets en déporté, mais avec les Cobras, tu sais, c'est pas pareil. Au moins que ça soit un pro photo, hein. Ou un Alanchrome, tu sais que la puissance, elle est quand même différente. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu vois, là, tu commences ok, je peux mettre en déporté, je peux faire ça. Et là, on réfléchit avant ton achat, de quelle puissance tu as besoin. Comment est-ce que tu vas évoluer? Donc, tu vois que les choix que tu fais aussi avec un commercial photo ou vidéo, quand vous échangez, tout le monde, en fait, nous tous dans la vente, on est censé amener les clients vers les bons choix. Il va peut-être pas acheter chez moi, mais moi, je suis rassuré que j'ai donné les bons conseils. Évidemment. Et surtout, chose importante, c'est que avec moi ou les autres, tu risques de faire moins d'erreurs. Moi, à l'époque, quand nous on a commencé, beaucoup de gens, on avait l'habitude d'acheter beaucoup de choses. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec, attends, mais c'est quoi cette histoire pour placer les flashs? En fait, tu t'as dépensé de l'argent sur des choses, en fait, qui valent, quand tu fais le compte, des 1000 euros. Ah ouais, j'ai dépensé 2000 euros sur des choses que tu n'utilises pas. Et c'est pour ça que maintenant on achète directement le plus cher ou le milieu cher, quoi. Oui, parce que maintenant, tu as l'expertise et même pour toi, tu as l'expertise et tu peux avoir une idée. Mais maintenant, pendant qu'on échange, tu vas te dire, ah oui, t'as raison. Peut-être c'est mieux parce que tu peux venir pour acheter un 50 mm parce que j'aime bien avoir un petit optique film. Est-ce que c'est les 50 mm G Master que tu dois prendre? Et peut-être pas commencer à investir sur un 50 mm cinéma. Grâce à DJI, tu peux mettre ta petite molette pour faire la mise au point automatique, les lidars. Tu vois quand même dans l'évolution, ça change.
T'as pas besoin d'avoir un pointeur parce que tu as les lidars qui est là et qui te donne des vastes possibilités. Du coup, un boîtier, l'ergonomie cinéma, comme une FX2, plein format, à ces prix-là, très honnêtement, à yeux fermés, je peux comprendre les crops à 60, mais je fais du mariage. Quand je vais faire du ralenti, S5Q, ça crop ou ça crop pas, c'est pas un problème. Parce que tout le monde aussi, moi j'ai une question pour toi. Si ça crop pas, euh, qu'est-ce que ça te change en fait de zoomer à 1.5, de reculer ou bien de te prendre en 24 mm? Moi souvent j'anticipe certaines choses. J'étais sur des réflexions quand j'ai acheté les G Master 35 mm. Je me suis dit, Rudy, réfléchis. Tu prends un 50 mm ou tu prends un 35 mm G Master? Je me suis dit, j'ai l'Alpha 7 IV, je fais de la photo. Mais j'ai la FX30, je fais de la vidéo. Si je mets sur la FX30, je vais cropper. Et je me dis, bon, j'ai reculé, il n'y a pas de problème, j'ai des jolis plans aussi. Parce que quand on a ces petits zooms-là, ça fait un rendu, donc ça fait un 50 mm qui a un rendu quand même particulier. Parce que l'optique est différent que du 50 mm. Et je me dis, bon, t'as l'Alpha 7 IV, quand tu veux faire des photos de mariage qui étaient tout ça, tu fais comment? Je dis, bah, je peux pas avoir, si je dois prendre un plan large, je peux pas prendre avec les 50, je suis obligé de reculer. Exactement. Et par rapport à l'expérience en mairie, je me suis dit, j'avais les 24-70. Rarement j'ai descendu à 24 parce que j'avais peur d'avoir des déformations sur les côtés, sur les gens. En photo ou en vidéo, tu parles? En photo. Ça, en photo. Et du coup, j'ai pris les 35 mm. Quand j'ai envie de faire des portraits en photo avec mon 35, j'ai fait les crops. Un super 35. Oui, bien sûr, ça multiplie par... C'est quoi, voilà. Un 5 ou un 35? J'ai oublié avec un 5. Un 5, d'accord. C'est un 5. Moi, je vais répondre à ta question par rapport... Moi, je vais répondre à ta question par rapport au crop, s'il me dérange ou pas sur un A7 IV. Moi, je vais être franc avec toi aujourd'hui, comment je tourne les mariages sur la caméra principale, parce que je tourne avec deux caméras. La première qui est sur un Ronin, sur un stabilisateur. On est sur un 24 mm en 1.8. C'est une marque tiers. Et je tourne tout le temps en 4K 50 pour pouvoir faire du ralenti. Donc ce 24 se transforme en 30, voire un peu plus. Et j'ai essayé le 16 mm de cette même marque en 1.8 et j'aime beaucoup le 16 mm parce que tu as un plan plus large. Moi, dans ma façon de filmer dans les mariages, je suis plus dans le reportage que dans le cinéma. Ça veut dire que comme j'aime bien filmer toutes les tenues, j'aime bien avoir un plan large, j'aime bien aussi filmer l'ambiance. Donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce crop-là, il me dérange un petit peu. Parce qu'aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais essayé la 7S3 sur un mariage avec ce non-crop sur un capteur de 12 millions. Et franchement, c'est la folie. C'est la folie dans le sens où filmer en 4K 120, certes, ça prend énormément de place, mais on sent qu'on optimise l'objectif et la dalle, et le capteur, pardon. On sent qu'on optimise le capteur entièrement et l'objectif. Et donc là, par exemple, par rapport à toi, tu sais déjà ce que tu veux. Parce que tu as fait un test, tu as vu, tu sais à peu près ce que tu veux. Donc c'est pareil pour le choix du boîtier. Parce que la FX2, c'est bien de le savoir que ouais, à 60, bah t'as un crop. C'est bien de le savoir. T'es prêt. Mais ça veut pas dire en fait que le boîtier est complètement nul. Que voilà. Non, c'est juste en fait que Julien, il a un besoin. Je vais faire du 120 ou du 60, mais je vais avoir mon capteur plein format avec moi parce que j'ai pas envie d'échanger d'optique. C'est normal, c'est compréhensible. Mais là, toi, tu as ton besoin. Et c'est pas tout le monde qui a ces besoins-là. Tu vois? Parce que si tu veux filmer en 25, moi, souvent, comme tu as dit, est-ce que les 60, toi, tu filmes tout le temps ou bien tu as des moments précis? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que toi, tu filmes à tout ton mariage en te disant j'ai la possibilité à tout moment de faire mes plans ralentis? Alors à juste titre, hein, ta question elle est très bonne. Moi je filme quasiment tout au ralenti, enfin au ralenti. Je filme quasiment tout en 4K 50 ou 60, mais il est vrai qu'il y a des moments où je débraye sur une 4K à 25, donc il y a plus de crop. Les moments où je filme en 4K 25, il y en a deux, c'est soit il est dense,
ou soit les moments où tu sais que dans le montage de ta vidéo, tu n'auras pas besoin de ralenti. Donc voilà, tu vois, là, tu commences à te rapprocher de moi, de ce que moi je te disais au début, que je commence à préparer les choses avant. Donc j'essaie à peu près ce que je veux. Donc j'ai dit au gars, et là, c'est le moment de faire En fait, j'ai dit au gars, bah, moi, quand je vais faire mon montage, j'aurai besoin de ça, c'est ça mon esprit. Et à partir de ça, il sait que pendant les préparatifs, presque tout est au ralenti. Et souvent, c'est en S5Q. Tu vois, j'ai pas besoin de gens qui parlent. C'est mes images d'en serre. Pendant que la maman elle est en train d'habiller sa fille, pendant que les frères ou les papas du marié, il est en train de l'arranger. Vidéo beauté. Du coup, découverte, pareil, ralenti. J'ai déjà mon ralenti qui est déjà fait et qui est pas moi-même, je vais faire les choses après. En fait, c'est juste une question de confort aussi. D'accord. Parce que tu peux très bien filmer comme toi, tu as l'habitude de filmer. Tu filmes ta vidéo, tu mets en 50, en 60 ou en 120, comme tu peux bien faire SQ parce que c'est juste parce que tu switches, tu passes en mode ralenti et c'est fait. D'accord. Alors que là, tu retournes dans les menus, tu changes, tu vois bien pas. Sûr, bien sûr. Et c'est que, en fait, quand tu fais les danses, par exemple, hier, j'ai des moments où les mariés dansent, j'ai dit, peut-être ça, je peux utiliser dans l'intro. J'ai tourné, j'ai commencé à faire mes plans. Et je me suis arrêté, j'ai remis en manuel et c'est fait. D'accord. J'ai pas besoin d'aller, parce que quand tu changes, tu dois changer aussi tes réglages. Ouais, exactement. L'avantage avec Sony, c'est que quand je passe en S5Q, c'est comme si j'ai passé dans un menu à part. T'as un menu S5Q, t'as tes réglages S5Q. D'accord. Tu reviens à normal, bah, tu reviens sur ta vidéo. Normal. Non, c'est clair, hein, parce que moi, en fait, l'histoire avec le SNQ, c'est un truc de fou. Je faisais une mairie et je sais pas par quel moyen, en fait, la molette, elle a basculé sur SNQ. Et quand j'ai dérushé, j'avais tout ralenti. J'ai fait la vache. Je suis arrivé à une mairie et dit, mais attends, mais j'ai pas de son. Et je vois tout le monde. Du coup, heureusement que c'était la deuxième cam. J'ai essayé de deviner, en fait, de moments. Et en fait, j'ai commencé à faire de montage en décalé. J'ai dit, c'est juste effectivement ça aussi qui est la tension. C'est que souvent, on oublie. On n'a pas switché. Les recs aussi, des fois, c'est bon. Ça arrive à tout le monde, je pense. Ouais, ça c'est... Mais effectivement, sous les recs, c'est que j'apprécie sous la nouvelle FX3, FX2, pardon, mis à part la partie qui est bien ventilée, parce que là, on a l'air qui passe, qui sort de partout, du coup, qui rentre aussi. Tu l'as senti l'air? Non, c'est-à-dire, en fait, non, t'as pas forcément du bruit. C'est une dissipation, hein, ça veut dire il y a une dissipation qui est plus claire parce qu'en fait, sur la FX30 et la 3, c'est en dessous et sur les côtés. D'accord. Et là, en fait, celui-là au milieu. Donc, là, aujourd'hui, pour pallier à cette histoire de chauffage, on peut mettre des petits ventilos au milieu. Là, en fait, ils ont laissé l'ouverture. C'est que ça comprime pas. Il n'y a pas l'air qui reste et qui sort que sur les côtés. Ben là, ça sort sur les côtés et en dessous. D'accord. Du coup, là, les boîtiers refroidissent beaucoup mieux que les autres, quoi. Même les menus, hein, on n'en a pas parlé, mais j'apprécie beaucoup les menus de la FX2. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, pensez à l'évolution. Bah, du coup, quand tu prends les nouveaux menus, ça te fait comme si tu es sur une Burano. Parce qu'en fait, les menus de la Burano, ils sont dans le même style. C'est pas dans les styles de la FX, de la FX3 ou de l'Alpha 7 IV, etc., quoi. Et on n'en a pas parlé, c'est sur la FX2, c'est aussi 15 stops de diaph. Donc, chose qui est beaucoup mieux par rapport à l'Alpha 7 IV ou même la FX30, je vais dire, ou la FX3, parce que la différence entre les hautes lumières et les basses lumières, tu vois quand même qu'il y a une nette différence et il n'y a pas de bruit. Ça, en fait, voilà, quand on fait des mariages, des fois, j'ai pas envie de ramener une lumière à puture que tu peux. Il faut avoir le temps. Des fois, t'as pas le temps. Tu fais avec ce que t'as. Une belle optique, il y a une belle ouverture, il y a un bon capteur. Tu veux quoi de plus? Tu vois. Après, par rapport aux commentaires que j'ai vus, quelqu'un qui a une FX3, il attend une FX nouvelle qui va arriver à Mark II. Je peux le comprendre, mais pas besoin là, chacun donne son avis. Mais la FX2,
ça vient pas pour remplacer vous et vous avez les FX3 pour dire, ah ouais, il faut que je change de boîtier. Non. Si tu prends la FX2, c'est ton deuxième boîtier. C'est ton deuxième boîtier. T'es vidéaste, tu vas pas acheter un Alpha 7K, tu achètes un FX2. Si tu veux être bien. Et pour moi, quelqu'un qui est vidéaste, tu factures aussi, hein. Il faut facturer parce que, mine de rien, t'as dépensé 4 000 €. Tu peux pas me dire que sur l'année, bah, t'as pas réussi à rentabiliser ton achat. Donc, je trouve que les gens, ils se sont aussi minimisés quand ils parlent du prix. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit les prix, tu trouvais que c'était cher, je sais pas, tu trouvais que c'était quand même, tu arrivais pas à comprendre, à mettre tout ça dans la balance. Mais moi, je me dis, 3 200 €. Si on fait les comptes, je m'achète un optique Sigma Art, j'ai les prix d'un boîtier nu, presque, Alpha 7, en fait, FX3 avec une poignée, quoi. Ou sans la poignée, on est à 3000, on a 4006, je crois, ou 4003. Tu vois, au final, si vous faites les calculs, vous allez voir que, ah, je suis rentable. Parce que personne n'achète une FX2 ou une FX3 avec l'optique G-Master. Au moins qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Les boîtes de prod, récemment, ils m'ont contacté pour faire de la captation. Bah là, la FX2, plein format, il est ventilé comme il faut. Vous n'allez pas avoir de problème de chauffe. Là, tu parles en 4K, en 25 ou en 30. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand tu fais la capta, dans tous les cas, t'as pas besoin. Même là, hein, je vais même te dire, là, c'est comme, ça m'est venu comme ça, je me dis, ah, les gens qui veulent faire du live, en fait, c'est les boîtiers. Je peux comprendre, hein. À côté, vous avez de Blackmagic qui font bien les travails, mais là, à côté, vous allez avoir quelque chose qui a l'autofocus. Donc, c'est pas la même chose. Ah, c'est super. Les optiques autofocus, vous voulez travailler en live pour des captations, bah, la FX2, je trouve qu'il est génial, quoi. Là, quand j'y réfléchis, il est génial. Moi, je comprends mieux ton point de vue sur ce terrain-là, dans le sens où pour de la captation classique, qui ne demande pas de ralenti, mais où on veut une caméra qui va pas surchauffer clairement, où on veut une captation qui va être sur une longue durée. Effectivement, la FX2 elle a sa place. C'est clair et net. Et comme tu as dit, tout ce qui est dissipation de chaleur sur une longue durée, c'est primordial, c'est même indispensable. Ouais. Bah oui, c'est indispensable. Sur l'ergonomie, si on revient sur l'ergonomie, je sais pas si tu as vu ça, beaucoup on parlait mal. En fait, on parlait mal. Ils ont du mal du fait que Sony a décidé de mettre les ports en dessous de la sortie et la sortie et l'entrée, en fait, micro et casque. D'accord. Il a découvert. En fait, beaucoup, si on prend les rumeurs ou les blogs, c'est en mode, ah ouais, c'est chiant de placer les micros, on n'arrive plus à tourner l'écran. Tu vois. Il y en a qui ont mal à tourner l'écran sur les côtés. Donc, au final, je trouvais ça génial et je peux avoir quand même, je peux comprendre les sentiments de peur parce que si on va dans un lieu où il pleut, effectivement, là, je peux me dire, ah, est-ce que je rentre à Paris, je dois pas l'amener chez le réparateur. Tu vois, c'est juste cette partie-là. Effectivement. Après, je pense que c'est étanche. J'ai pas demandé, mais normalement, il est étanche. Parce qu'en fait, et quoi qu'il en soit, hein, il s'est mis à pleuvoir. Je range mon boîtier. Après, on est souvent dans des zones humides. Oui. Et je pense qu'il est étanche. Encore une fois, c'est pas des boîtiers qui sont faits pour travailler à des taux d'humidité. Je crois que c'est IP 56, quoi. Les taux, il y a que le OM System ou quelques Z9 qui peuvent le faire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi, plaçons les choses aussi dans leur terrain de jeu. Tu vois? Il faut les placer dans leur terrain de jeu. Parce que là, effectivement, j'ai vu un YouTuber, Landon, je crois, Jax, il était à Hawaï et il voulait filmer, il s'est mis à pleuvoir, il a dit, ah non, je préfère les ranger. Parce qu'il a peur, parce que c'est ça. Bien sûr, c'est un risque.
Rodi, merci infiniment pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses. On a un point de vue franchement que moi je l'ai pas vu sur le YouTube français ou international. Ton avis a vraiment été celui d'un professionnel qui a une vision qui est totalement différente. Rodi, dis-nous tes réseaux, comment on peut te retrouver? Non, moi, mes réseaux, on va dire professionnels, mis à part les travails de commercial, c'est Cartesio Film. Donc, c'est en italien en fait. Voilà, Cartesio, c'est la juste mesure. Donc, D'accord. je pense que tu l'as pu déduire en fait aussi dans mon raisonnement, c'est que c'est la juste mesure. Je vais pas faire plus que voilà ou moins. Non, je fais ce que je sais faire bien. Ah, c'est très poétique, hein, ce côté cartésien peut-être, non? Oui, voilà. D'accord. Donc, parce que c'est Cartesio, c'est en italien, donc c'est des. Avec cette racine latine. C'était un peu une recherche, vu qu'il a travaillé sur les prismes. Parce que mes travaux qui vont venir, ils vont être un peu, il y aura un peu des mathématiques. On va essayer d'essayer de mettre la science avec la photo. Donc, je suis en train de m'éloigner vers des parties documentaires, recherche. En fait, c'est un peu ça. Super. Rodi, merci infiniment, merci beaucoup. Non, bah, merci à toi.